Et nous sommes en direct. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le stream où on parle politique européenne et où la politique européenne vous parle. Donc j'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez ce soir, on parle français. Et bah, c'est tout simplement parce que notre invité est belge francophone. Donc quant à faire, autant parler français, plutôt que faire quelque chose de bizarre où on se parle en anglais alors qu'on parle tous les deux français. Donc aujourd'hui on va avoir un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, puisque même si notre invitée est comme d'habitude députée européenne, je vais la présenter dans un instant. Le but de l'interview, ça va pas être de faire son portrait, mais plutôt de discuter d'un thème particulier. Et ce soir, on va parler de la Chine, et donc des relations de l'Europe avec l'Empire du Milieu. Donc pour cela, ce soir, je vais accueillir la députée européenne Maria Arena. Donc elle appartient au groupe des socialistes et démocrates européens, donc la gauche. Elle a 54 ans, elle est députée européenne depuis 2014 et aujourd'hui, elle est la présidente de la sous-commission aux droits de l'homme. Elle est aussi membre de la commission des affaires étrangères et elle est suppléante en commission de l'environnement. Et donc la raison pour laquelle Maria Arena va être avec nous ce soir, au-delà de ses compétences et de ses connaissances intrinsèques, bien entendu, c'est parce que sa commission parlementaire, donc la commission des droits de l'homme, elle a été sanctionnée par la Chine fin mars. Donc voilà un peu pourquoi on parle de la Chine ces jours-ci. Donc je vais vous faire un petit point de contexte, un résumé des épisodes précédents en 30 secondes. Donc en décembre 2020, donc à la fin de l'année dernière, l'Europe, en coordination avec d'autres pays, donc les Américains, le Canada et le Royaume-Uni, ils ont sanctionné 4 Chinois et une entité chinoise pour leur implication dans la répression des Ouïghours. Donc les Ouïghours, c'est une minorité principalement musulmane qui vit dans la région chinoise du Xinjiang, et qui depuis quelques années maintenant est la cible du gouvernement chinois. Mais on va revenir sur le détail sur tout ça dans l'interview. L'important c'est que suite à ces sanctions européennes de décembre dernier, la Chine elle a riposté en imposant à son tour des sanctions contre 10 Européens, dont des députés européens, donc parmi les Français il y a notamment le député européen Raphaël Glucksmann qui a été sanctionné, et aussi des organes européens, dont la Commission des droits de l'homme présidée par Madame Arena. Et donc évidemment ça a un petit peu tendu les choses, mais on va reparler dans un instant. Et avant de commencer l'interview en elle-même, je vais brièvement expliquer comment on va procéder et rappeler les règles du jeu. Donc notre invitée sera avec nous pendant à peu près 1 heure, après quoi elle partira et elle pourra profiter du reste de sa soirée et de son week-end. Mais moi je resterai avec vous pendant encore une petite demi-heure pour faire un petit débrief, discuter de ce que vous avez pensé de l'interview, donner des éléments complémentaires s'il y a besoin, etc. etc. J'ai préparé des questions de mon côté. Et j'en ai connecté d'autres via Reddit, Discord et Twitter. Évidemment, vous pouvez aussi poser vos questions en direct via le chat, je vais garder un œil dessus, et je piocherai dans vos suggestions pour poser des questions à Madame Arena. Donc n'hésitez pas à participer et à réagir, mais comme d'habitude, faites-le dans la bonne humeur et ne spammez pas. Donc le but de l'interview, encore une fois, c'est de vous aider à mieux comprendre un sujet particulier qui occupe l'Union Européenne. Donc ce soir, on parle de la Chine, et en discutant avec quelqu'un qui connaît un petit peu le sujet. Donc même si on va essayer de creuser un petit peu, on va essayer d'éviter de rentrer dans un débat politique extrêmement profond pour pas vous retrouviez paumé vous-même. Donc gardez ça en tête au moment de poser vos questions. Sur ce, écoutez, lançons-nous. Donc bonsoir Madame Arena, bienvenue avec nous ce soir, donc c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc ce que je vous propose, vous m'avez entendu un petit peu faire l'introduction et vous présenter, mais ce que je vous proposerais avant qu'on plonge vraiment dans le cœur du sujet, c'est peut-être de vous présenter à l'audience et de revenir brièvement sur votre parcours politique avant qu'on plonge dans le sujet de la Chine. Alors, vous voulez que je le fasse ou vous allez-y, présentez-vous. D'accord, je me présente rapidement. Donc, mon nom, c'est Maria Arena. Je vous l'avais dit, je suis présidente de la Commission droits de l'homme ici au Parlement européen. Mon parcours politique, il est un parcours plutôt national ici en Belgique francophone. J'ai été ministre dans les différents gouvernements de la région au fédéral. Vous savez que la Belgique est compliquée en matière politique. J'ai travaillé sur pas mal de sujets au niveau belge et au niveau européen. Les sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est le commerce international, d'où la raison aussi pour laquelle je travaille sur les droits de l'homme et la Chine, parce que la Chine est un partenaire commercial, mais aussi j'ai travaillé sur la question du droit au travail dans la commission emploi, des droits de l'homme aujourd'hui au niveau de la commission droits de l'homme, et je travaille aussi dans la commission
environnement et plus particulièrement sur la stratégie des produits chimiques et là aussi en matière de protection des individus, en matière de protection des travailleurs et des citoyens européens par rapport à tous ces produits chimiques. Donc ma ligne, c'est en général de lutter contre toutes les injustices qui peuvent exister aujourd'hui dans nos sociétés au quotidien, injustices environnementales, sociales, et donc la question des droits de l'homme m'intéresse particulièrement. Ok, très bien. Donc maintenant, comme vous l'avez dit, vous êtes présidente de la commission de la sous-commission aux droits de l'homme au Parlement européen. Donc est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer ce que c'est que cette sous-commission, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'on y fait, et donc qu'après donc qu'est-ce que cette sous-commission a fait sur la Chine? Alors, la sous-commission aux droits de l'homme, elle s'appelle sous-commission parce qu'elle est extraite de la commission Affaires étrangères. Donc, c'est-à-dire il faut être membre de la commission Affaires étrangères pour pouvoir être dans la sous-commission aux droits de l'homme. Donc ça, c'est une première chose. Ce n'est pas une commission à part entière, mais elle est dans la politique étrangère. Alors, cette politique des droits de l'homme, elle sert à travailler sur la question des droits de l'homme entre l'Union européenne et les pays tiers. Donc, elle ne traite pas de la question des droits de l'homme interne à l'Union européenne, ce qui est important, mais cela est traité par une autre commission qui est la commission sur les droits fondamentaux, où on va par exemple aborder la question de l'état de droit en Hongrie, par exemple. La sous-commission aux droits de l'homme, elle travaille sur la relation de l'Union européenne avec des pays tiers et comment faire respecter le traité de l'Union européenne. Il faut savoir que dans le traité, la question des droits de l'homme est importante à l'intérieur de l'Union, mais aussi à l'extérieur. Nous avons pour obligation de promouvoir ces droits de l'homme quand nous sommes en relation avec le reste du monde. Et donc, que faisons-nous dans cette commission? Eh bien, on travaille sur la manière dont l'Union européenne s'engage avec d'autres pays. Nous avons, par exemple, donné la parole et fait des rapports sur ce qu'on appelle la responsabilité des entreprises multinationales quand elles travaillent en dehors de l'Union et faire en sorte que quand elles travaillent en dehors de l'Union européenne, elles aient des standards et le respect des conventions internationales, comme par exemple les conventions de l'OIT. Et donc, c'est à l'intérieur de la Commission des droits de l'homme que nous y travaillons. Nous sommes aussi une plateforme pour les activistes du monde entier qui n'ont pas la possibilité de parler dans leur pays parce qu'ils vivent dans des dictatures. Et c'est le cas, par exemple, de la plateforme que nous avons donnée aux pro-démocratie en Biélorussie, par exemple, où on a vraiment travaillé sur tous ces mouvements qui s'opposent au régime autoritaire de Loukachenko, mais aussi avec des activistes des Philippines, avec des activistes du Brésil, des défenseurs des droits des indigènes qui, malheureusement, n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans leur pays d'origine, au risque de leur vie quand ils le font. Et sur la Chine, eh bien, c'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé à travailler sur la Chine, sur la question de Hong Kong, sur les mouvements pro-démocratie. On avait d'ailleurs accueilli Joshua Wong tout au début de la protestation qui était en cours à Hong Kong. Malheureusement, depuis, il est en prison. Et nous avons aussi travaillé sur la question des droits de l'homme en Chine et la question des Ouïghours, bien sûr. Et donc, on a donné le prix Sakharov à Ilham Tohti, qui est, je dirais, la représentation de la communauté ouïghour en Chine. Mais on a aussi travaillé avec les communautés ouïghours en exil aujourd'hui, que nous avons invitées à la Commission des droits de l'homme pour venir expliquer les situations dans lesquelles ils étaient, et aussi avec les ONG, les organisations non gouvernementales chinoises, parce qu'il y en a, mais aussi internationales, qui sont venues nous exposer, nous expliquer les situations. Et on a aussi eu des académiques chinois qui étaient plutôt pro-régime, qui sont venus expliquer le pourquoi de cette organisation, parce qu'au début, la Chine niait l'organisation du travail forcé par les Ouïghours, et puis au fur et à mesure, elle a accepté le fait qu'il y avait ce travail forcé, et des académiques sont venus expliquer les raisons pour lesquelles il y avait ces camps, je dirais, de redressement que l'on peut avoir dans la province du Xinjiang. Et donc, voilà, il y a des réunions qui se font et qui permettent de faire pression, de faire des propositions au niveau du Conseil pour que celui-ci prenne des actions. Et c'est sur cette base-là que le Conseil, avec le haut représentant, a décidé de faire des sanctions, de mettre sous sanction 4 responsables chinois des violations graves des droits de l'homme dans la province du Xinjiang. Et ce qu'il nous a fallu
bien entendu la contre-sanction des Chinois, c'est-à-dire la sanction à l'égard de la sous-commission droits de l'homme qui ne lui donne plus la possibilité de se rendre en Chine, mais ça de toute façon nous ne l'avions déjà pas à la base, mais surtout qui rend très difficile à la sous-commission droits de l'homme d'inviter des personnes à venir parler de la question chinoise parce qu'elles seraient effectivement mises sous sanction par le régime chinois, ce qui pourrait être extrêmement dur pour elles. Alors vous avez un peu anticipé ma question suivante qui était justement sur le fait, voilà, votre commission a été sanctionnée, donc quelles sont les conséquences de ça? Donc vous l'avez dit, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous rendre en Chine. Alors est-ce que ça concerne tous les membres de votre commission ou juste vous? Comment ça se passe? Que c'est l'organe en entier qui a été sanctionné? Comment ça se passe derrière? Alors, c'est l'organe en entier qui a été sanctionné et donc tous les membres de la commission qui participent à la commission sont sous sanction chinoise. Et donc, la sanction, c'est que d'une part, on ne peut pas se rendre en Chine et donc nous n'avons pas la liberté de circulation vis-à-vis de la Chine, mais ça, il appartient encore à la Chine de donner les visas à qui elle souhaite donner ces visas. Je pense que c'est une conception, une compétence qui appartient bien entendu à la Chine. Nous n'avons pas non plus la possibilité d'avoir des relations économiques avec la Chine, ce qui, ma foi, ne nous handicape pas vraiment parce que nous n'avons pas de relations de business, ni à l'intérieur de la Chine, ni à l'extérieur de la Chine. Mais ce sont surtout des sanctions symboliques, c'est-à-dire la Chine a voulu dire au Parlement qu'elle voulait faire taire le Parlement sur les questions qui étaient des questions des droits de l'homme et surtout empêcher des activistes pro-droits de l'homme à venir s'exprimer parce que alors eux s'exposent à des sanctions qui sont les sanctions de ne pas pouvoir retourner dans leur pays ou bien d'avoir leur famille qui vivent encore en Chine qui soit mise en difficulté. D'accord, donc c'est vraiment l'idée d'envoyer un message à l'Union européenne et au-delà en disant voilà, laissez-nous tranquilles, circulez, il n'y a rien à voir. Ok, je vois. Et aujourd'hui, donc ces sanctions, elles ont été prononcées fin mars. Est-ce que aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en cours pour obtenir la levée des sanctions, ou est-ce que pour le moment, la position, c'est juste de dire que la balle est dans le camp de la Chine et qu'on leur demande juste de lever les sanctions point à la ligne? Non, alors il y a plusieurs choses par rapport à ces sanctions. La première est la manière dont l'Union européenne réagit par rapport à ces contre-sanctions chinoises, c'est-à-dire un pays qui décide de mettre une institution sous sanction, l'institution européenne du Parlement, ce n'est pas une petite chose, mais aussi a décidé de mettre des académies, aussi des professeurs d'université, des universités des États membres sous sanction. Et donc la première réponse que l'Union européenne a fournie, c'est la direction, la DG Trade, la DG Commerce aujourd'hui de l'Union européenne, de la Commission européenne, a dit qu'elle ne mettrait pas sur la table de la discussion du Parlement européen la question du traité sur l'accord d'investissement tant que nous serions sous sanction. Et donc voilà, la première réaction a été une réaction de l'Union européenne qui est une réaction de solidarité par rapport aux contre-sanctions qui ont été prises par les Chinois. Donc nous, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de parler d'une seule voix, c'est-à-dire entre institutions, entre la Commission, le Conseil et le Parlement. Ce qui m'étonne, par exemple, c'est que le président du Conseil, M. Michel, qui est belge par ailleurs, a exprimé son souhait d'aller de l'avant sur l'accord d'investissement sans tenir compte de cette pression que fait la Chine sur la question des droits de l'homme et sur ses institutions. Et donc, parler d'une seule voix, c'est aussi montrer à la Chine que la question des droits de l'homme, c'est prioritaire pour l'Union européenne. Or, M. Michel a déjà entrouvert une porte qui est de dire que peut-être que les droits de l'homme seraient moins importants que cela vis-à-vis des Chinois. Et donc, il faut là être très, très, très vigilant. Ok, d'accord. Et donc, voilà, les sanctions chinoises, comme vous l'avez dit vous-même, elles sont venues en réponse à des sanctions européennes qui sont venues en décembre. Donc, en droit juste pour expliquer un peu le contexte à l'audience, donc en droit international, il est considéré comme relativement traditionnel et normal que lorsqu'un pays impose des sanctions à un autre, le pays sanctionné renvoie l'ascenseur en prononçant des sanctions en retour. Mais l'essentiel étant que ces sanctions restent proportionnées. Et donc ma question c'est, est-ce que vous considérez que les sanctions chinoises sont proportionnées par rapport à celles que l'Europe avait prises en première? Alors, tout d'abord, je trouve que c'est assez particulier dans la mesure où nous avons pris des sanctions à l'égard de 4 personnes qui violent les droits de l'homme.
Une contre-sanction aurait pu être la Chine prend des mesures à l'égard de personnes en Europe qui pourraient être des auteurs de violations des droits de l'homme. Pourquoi pas? Ça existe. Ce que la Chine a fait, c'est de dire pour nous, les droits de l'homme, c'est un problème, et donc nous allons prendre des sanctions à l'égard de ceux qui défendent les droits de l'homme. Et ça veut tout dire par rapport à ce que la Chine entend par rapport au respect des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune intention de faire de sa doctrine la question des droits de l'homme. Or, la Chine participe à différentes instances multilatérales telles que l'OMC, telles que les Nations Unies, dans lesquelles la question des droits de l'homme sont des valeurs fondamentales et pour lesquelles elle n'entend pas les faire respecter. Ce qui veut dire que la doctrine chinoise est non seulement de ne pas respecter la question des droits de l'homme chez elle, mais surtout de faire en sorte que cette doctrine universelle des droits de l'homme soit mise à mal dans le cadre du multilatéralisme. Et là, c'est très dangereux dans la mesure où ça pourrait atteindre la question des droits de l'homme à l'intérieur même de l'Union européenne dans un temps plus long. D'accord. Et voilà, on a parlé un peu de ce problème des droits de l'homme, mais rentrons un petit peu dans le détail de ce que concrètement la Chine fait en matière de droits de l'homme. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que concrètement la Chine fait vis-à-vis des Ouïghours dans la région du Xinjiang et donc du coup, pourquoi l'Europe et d'autres pays ont essayé de sanctionner ces comportements? Alors, dans cette région, donc, il y a une minorité qui existe depuis très longtemps, qui est une minorité musulmane, qui est considérée comme étant opposée au pouvoir, qui a plutôt une approche, je dirais, collectiviste, communiste, qui ne tolère pas la diversité sur son territoire. Donc, disons-le de manière un peu simplifiée. Cette province est aussi une province extrêmement puissante en matière de production, production dans le domaine du coton, mais aussi des productions industrielles sur cette province. La Chine, ne voyant pas d'un bon œil une quelconque opposition par rapport à la position centrale, a décidé de créer ce qu'elle appelle des centres de redressement pour les populations ouïghours qui s'opposent au régime chinois, mais depuis un certain temps. Et dans ces camps de redressement, d'après les informations que nous recevons de la part soit des ONG internationales, soit de témoignages eux-mêmes de Ouïghours qui sont en exil, il y a des pratiques qui sont des pratiques de stérilisation, par exemple, des femmes et des hommes ouïghours pour éviter que cette communauté ne se reproduise. Et donc, il y a une forme de volonté d'extermination de ces populations. Mais il y a aussi, dans ce qu'on appelle ces camps de redressement, du travail forcé des populations ouïghours dans l'intérêt de productions chinoises qui sont exportées vers le monde entier, vu que dans cette province, on produit énormément de choses, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, le fait d'une part, d'avoir une volonté d'extermination d'une communauté, eh bien, c'est, je dirais, interdit par les lois internationales et les conventions internationales, auxquelles la Chine, je le disais, dans le cadre du multilatéralisme, fait partie. Et par ailleurs, le fait de produire des biens exportés nous rend complices de cette violation grave des droits de l'homme, parce que ce sont des entreprises, soit multinationales, soit des entreprises européennes, qui produisent des biens avec du travail forcé, qui est aussi interdit par les conventions internationales et qui offrent ces biens sur le marché européen. Et donc, nous sommes en infraction par rapport à nos propres engagements de lutte contre le travail forcé. Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'on travaille à ce double titre, à la fois sur la lutte contre l'extermination d'une population, quelle qu'elle soit, et à la fois sur le fait que nous ne pouvons être complices de ces actes que nous condamnons par ailleurs.
D'accord, c'est très clair. Et donc vous avez prononcé le mot extermination, et encore une fois, vous faites mon travail, vous faites les transitions, c'est magnifique. Est-ce que vous considérez que la Chine fait un génocide? Parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de parlements, donc les parlements néerlandais, canadiens, tchèques, britanniques, et d'ailleurs le parlement belge doit se prononcer sur la question début juillet. Est-ce que vous considérez que la Chine fait un génocide? Les informations qui nous sont données aujourd'hui permettent d'aller dans ce sens. Pour pouvoir qualifier cette situation d'une situation de génocide, il serait nécessaire de pouvoir avoir des enquêtes sur place, de pouvoir avoir des observateurs qui puissent effectivement récolter suffisamment d'informations pour pouvoir qualifier cette situation de génocide. Or, aujourd'hui, la Chine ne donne pas accès à des observateurs internationaux dans la province du Xinjiang. Et donc c'est difficile parce que la seule chose sur laquelle nous pouvons nous baser, ce sont des informations qui viennent d'organisations qui ont pu, par le biais de drones, par le biais de témoignages, par le biais d'informations directes et indirectes, récolter un certain nombre d'informations. Mais pour le qualifier en tant que tel, il faudrait pouvoir mener une enquête pour avoir le maximum d'informations. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire à la légère, que du contraire. Mais si la Chine ne nous permet pas de faire ce travail, eh bien, on ne peut s'en référer qu'à des informations directes et indirectes qui nous parviennent, et elles sont particulièrement alarmantes. D'accord. Et un autre sujet que vous aviez mentionné déjà auparavant, c'est, voilà, comme vous l'avez dit, en réaction aux sanctions chinoises, donc contre votre commission et contre d'autres, la commission avait décidé de suspendre la présentation au Parlement de l'accord d'investissement avec la Chine. Le Parlement lui-même avait annoncé qu'il n'allait pas se prononcer dessus, et dans tous les cas, l'accord avait déjà un peu de plomb dans l'aile avant ça. Est-ce que de votre point de vue, il faut tuer cet accord, est-ce qu'il fallait même déjà conclure un accord avec la Chine pour commencer? Alors, je pense que cette situation des Ouïghours était connue avant même que le Conseil ne décide de signer l'accord avec la Chine. Donc, l'accord a été signé en décembre. Le prix Sakharov à Ilham Tohti a été donné un an auparavant. Et donc, cette situation du travail forcé, de l'extermination, de la stérilisation, des camps de redressement est une réalité qui est connue. Et donc, à mon sens, il n'était pas opportun de signer un accord d'investissement avec la Chine. Et d'ailleurs, encore une fois, à l'intérieur de ce Parlement, j'entends des voix au sein d'un certain nombre de groupes politiques, tels que le PPE, qui disent « ce sont deux choses différentes. Les droits de l'homme, c'est une chose et il faut qu'on y travaille dans la sous-commission droits de l'homme, et l'accord commercial en est une autre. » Et pour moi, ce n'est pas du tout le cas. L'accord commercial doit être signé, doit être vu sous l'angle de la question des droits de l'homme, et quand il y a des indices manifestes de violation grave des droits de l'homme, eh bien, il faut utiliser les leviers qui sont les nôtres, qui sont les accords commerciaux, pour ne pas faciliter cela. L'accord d'investissement, pour bien faire comprendre de quoi il s'agit, c'est un accord qui devrait faciliter pour des entreprises européennes des investissements en Chine. Ça voudrait dire que par cet accord d'investissement, on faciliterait le travail de multinationales européennes qui iraient s'installer en Chine et donc profiteraient d'un travail forcé, par exemple. Et donc, on doit rester cohérent. On ne peut pas, d'une part, sanctionner les violations graves de droits de l'homme et en même temps faciliter le fait que nos entreprises utilisent le travail forcé en Chine. Donc, soyons cohérents. Si nous les sanctionnons, ne facilitons pas le fait que ces entreprises puissent utiliser cette main-d'œuvre inacceptable dans la chaîne de valeur et dans la chaîne de production. Ok. Alors, je vois, il y a une question dans le chat, mais c'est sur la question des investissements. Donc, j'ai tout un tas de questions sur les investissements. Donc, je la prends un petit peu plus tard, Little Smith Darin, mais t'inquiète pas, j'ai vu la question. Alors, puisqu'on parle justement des instruments de l'Union européenne, ça va être une nouvelle pour personne. L'Union européenne a toujours eu un peu de mal à prendre des actions décisives, comme on dit dans un bon anglicisme,
sur quelques sujets que ce soit. Et on l'a vu dernièrement avec notamment la Hongrie qui avait mis son veto sur des résolutions au Conseil sur la Chine. Et donc ma question c'est la suivante. Qu'est-ce que l'Europe d'une part peut faire pour envoyer un message clair, fort que c'est pas acceptable ce que la Chine fait? Et deuxièmement, est-ce que c'est réaliste d'espérer que la Chine, qui voilà, on va le rappeler, c'est la deuxième superpuissance mondiale et c'est un régime autoritaire, etc. Est-ce qu'ils vont changer leur politique parce que l'Union européenne aura dit non, on n'est pas content, on n'est pas d'accord ce que vous faites. Donc, et sinon, en gros, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Question complexe. Plusieurs choses. Donc, non, exactement, mais vous avez raison. Donc, la première. Bien entendu, de ne pas ratifier cet accord. Alors, on a de la chance, c'est-à-dire que l'accord d'investissement, s'il a été signé par le Conseil, doit être voté par le Parlement européen. Et aujourd'hui, avec les sanctions que la Chine a mises sur le Parlement européen, il y a, je dirais, un large consensus au Parlement européen pour ne pas ratifier cet accord. Et donc, même si le Conseil souhaitait aller de l'avant, c'est-à-dire avec des pays tels que la Hongrie ou d'autres, vu que cet accord a été signé, rappelons-le, sous la présidence allemande en décembre. Même si le Conseil, et au dire de M. Charles Michel, il aurait envie d'avancer sur cet accord d'investissement pour faire plaisir au business européen, en clair, il ne passerait pas la rampe du Parlement européen. Première chose, et ça c'est le premier message qu'on doit pouvoir donner à la Chine, c'est que le Parlement européen se soucie, lui, des droits de l'homme, quand parfois le Conseil ne s'en soucie pas. Première chose. Deuxième chose, vous avez raison, est-ce que la Chine va modifier sa doctrine parce que l'Europe lui demande de changer sa doctrine? Non. Je pense que la Chine ne changera pas sa doctrine en fonction de ce que l'Europe lui demandera de faire. Par contre, est-ce que l'Europe va changer sa doctrine en fonction de ce que la Chine lui demande de faire? Et j'ai envie de dire non, c'est-à-dire que l'Europe, qui a dans ses traités la question des droits de l'homme, ne doit pas non plus changer sa doctrine. Et donc, que devons-nous faire, nous, pour que nos citoyens européens ne soient pas complices de violations graves de droits de l'homme? Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler au niveau européen sur une nouvelle législation qui s'appelle la responsabilité des entreprises dans les chaînes de valeur, c'est-à-dire ne pas favoriser le fait que des entreprises européennes qui ont accès au marché européen puissent y avoir accès grâce à des méthodes qui sont des méthodes de travail forcé. Et donc, ça voudra dire que si cette législation passe, et nous sommes aujourd'hui en attente d'une proposition qui doit venir par le ministre, le commissaire Reynders, vous allez dire c'est une affaire de Belge cette histoire, parce que le commissaire est belge, c'est lui qui doit venir avec une proposition, mais c'est aussi une proposition, une législation qui est dans les mains de M. Breton, commissaire au marché intérieur, à l'industrie, au marché intérieur et à l'industrie. Ils doivent venir avec une proposition qui est un peu calquée sur la loi française, sur la loi de responsabilité des entreprises, qu'on appelle la due diligence en bon français, qui permettrait effectivement de garantir que dans toutes les chaînes de valeur, dans toutes les chaînes de production, eh bien, les produits qui entrent en Europe ne puissent pas être entachés de ce travail forcé. Et donc, si nous n'arrivons pas à changer l'attitude chinoise sur la question des droits de l'homme, à tout le moins, nous devons avoir la possibilité de garantir que ce que nos Européens consomment ne soit pas fait avec le travail forcé chinois. Et quand je dis le travail forcé chinois, pour éviter que certains ne pensent que c'est une cible impérialiste américaine, européenne contre les Chinois, cette loi sur la due diligence ne s'applique pas uniquement à la Chine, elle s'applique à toutes les productions dans le monde entier qui permet de rentrer des produits sur le territoire européen et qui devrait respecter cette responsabilité des entreprises, c'est-à-dire que si elles ne le faisaient pas, elles pourraient être poursuivies par les tribunaux européens. D'accord, donc l'enjeu, enfin la manière dont je comprends tout ça, c'est que d'une part, le fait
s'attaquer à la question des droits de l'homme en Chine, c'est pas en fait qu'un intérêt offensif, j'ai envie de dire, dans le sens où on cherche à faire changer la Chine. C'est plus un intérêt défensif parce qu'on essaie de protéger en fait les Européens d'une influence chinoise sur sa doctrine, son approche des droits de l'homme, ou plutôt sa non-approche des droits de l'homme. Et en même temps, c'est aussi créer des outils à l'intérieur de l'Union européenne pour pas se retrouver, comme vous dites, complice de ce genre d'action. Donc c'est un mouvement en deux temps, à la fois interne et externe. Ça montre aussi que la démarche volontaire, vous avez vu que Raphaël Glucksmann a fait une campagne vis-à-vis de Apple qui participe effectivement au niveau chinois dans ces entreprises de travail forcé. Et la Chine a dit à ces entreprises, si vous rentrez dans le jeu des sanctions européennes et américaines, vous n'aurez plus accès au marché chinois. Et Apple a dit, ah ben non, nous ne rentrons pas dans ces discussions. Ce qui veut dire que l'approche volontaire donnera toujours raison au business. Et donc, cela montre que nous avons besoin de législation européenne qui permette que si Apple veut rentrer sur la place européenne, sur le marché européen, eh bien, elle devra se plier à la législation européenne, c'est-à-dire de garantir que ces produits n'ont pas été faits par le travail forcé chinois. D'accord. Alors, ce soit pour s'éloigner un petit peu du sujet des droits de l'homme et regarder un petit peu the big picture, comme on dit en bon français, quel futur vous voyez pour les relations entre l'UE et la Chine? Est-ce que l'UE doit ignorer la Chine? Est-ce qu'elle doit l'exclure, l'isoler? Comment on doit gérer la Chine? Alors non, je pense que la Chine est un joueur mondial, tant sur un plan économique que sur un plan géostratégique, ou alors encore sur la question du climat, bien que sur la question du climat, j'ai entendu Monsieur Xi Jinping dire le climat c'est de l'or, parce qu'il a bien compris que le monde entier était tourné vers la question climatique et la transition, et qu'il veut positionner la Chine comme étant un producteur de la transition. Ça ne veut pas dire qu'il va respecter tous les enjeux de la transition. Il suffit de voir la manière dont les minerais sont exploités par la Chine dans les pays tels que l'Afrique pour comprendre que la question climatique n'est pas le premier souhait de la Chine en la matière. Par contre, ça peut rapporter énormément d'argent à la Chine sur le dos du contribuable européen ou tout contribuable qui s'engage vers le changement climatique. Mais bon, la Chine est un joueur sur ces questions-là aussi, sur les questions climatiques aussi. Donc, est-ce qu'il faut isoler la Chine? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il faut discuter d'égal à égal avec la Chine en opposant les modèles qui sont les nôtres à des modèles autoritaires chinois? Je pense que oui, et il ne faut pas faiblir sur comme je le disais tout à l'heure, sur nos doctrines. Et donc, nous devons être forts dans nos doctrines, trouver les alliés potentiels sur ces doctrines et pouvoir avancer et faire en sorte que les questions des droits de l'homme, qui me semblent essentielles pour tout le monde, est-ce que vous connaissez un être humain, quel qu'il soit, qui ne défendrait pas sa dignité de vivre librement, que ce soit en Chine ou ailleurs. Vous savez, j'ai rencontré des défenseurs des droits de l'homme chinois qui partagent exactement nos valeurs. Et donc, cette doctrine des droits humains me semble une doctrine qui est dans le bien de l'homme. Et donc, il faut pouvoir aussi convaincre des régimes autoritaires et des citoyens vivant dans ces régimes autoritaires que c'est aussi dans leur intérêt. D'accord. Donc ouais, on n'est pas du tout dans une approche qui viserait à chercher à isoler la Chine, parce que de toute façon, enfin, comme vous le dites, aujourd'hui ils sont devenus un peu incontournables dans tout un tas de domaines. Hein. C'est pas comme si la Chine était un petit pays à quelque niveau que ce soit. Ok. Alors justement, encore une fois, bonne transition, puisque on parle que l'Europe parle d'égal à égal avec la Chine, mais pour pouvoir parler d'égal à égal, c'est toujours bien de ne pas avoir de points faibles. Et donc,
un des sujets qui est souvent identifié comme un point faible, c'est justement la question des investissements, que ce soit les investissements en Chine ou les investissements de la Chine en Europe. Et donc j'ai eu tout un tas de questions sur le sujet. Donc je vais commencer par poser la question du chat qui était là depuis un moment. C'était la question: que pensez-vous que certains États membres qui se rapprochent de la Chine via les investissements par rapport à l'Europe? Donc je pense notamment à la Hongrie, il y a eu la Grèce dans le passé, ou même l'Allemagne dans une moindre mesure. Alors, plusieurs choses. Justement, par rapport à ça, on a travaillé lors de la précédente législature sur les instruments de défense commerciale qui permettent d'identifier des secteurs qui sont des secteurs prioritaires, des secteurs sensibles en Europe et qui doivent garantir une transparence par rapport aux prises de participation dans ces secteurs et, auquel cas, les protéger. Je pense que c'est nécessaire, pas uniquement vis-à-vis de la Chine. De manière générale, l'Europe est plutôt un marché qui a une autre doctrine, qui est une doctrine ultra-libérale, c'est-à-dire un marché ouvert, et qui a permis, dans cette doctrine, mais qui a plutôt été appliquée à l'intérieur de l'Europe, ça a été pour garantir le marché unique le plus souple et le plus flexible possible. Nous avons interdit les aides d'État, nous avons été extrêmement vigilants sur les monopoles, contre les monopoles, pour permettre à tout un chacun de s'y retrouver. Le problème, c'est que cette doctrine à l'intérieur de l'Europe a été appliquée vis-à-vis des investisseurs étrangers, et donc n'importe quel investisseur avait le droit d'entrer dans n'importe quel secteur européen, dont la Chine bien entendu, mais d'autres aussi. Et je pense que cette doctrine ultra-libérale européenne doit être revue si on veut garantir une certaine indépendance stratégique européenne. Et donc, il y a là des choses à bouger par rapport au passé et un changement, je parle de doctrine, un changement de doctrine de l'Union européenne qui doit, dans certains cas, favoriser les aides d'État par rapport à des secteurs prioritaires, des secteurs vitaux en Europe, et doit aussi permettre l'organisation de pôles forts. Si on prend par exemple le domaine de l'aéronautique, si on prend le domaine du spatial, si on prend le domaine énergétique, je pense que l'Europe a besoin de constituer des pôles forts et non pas des pôles éclatés qui permettent de jouer sur la scène internationale et mondiale par rapport à des concurrents qui, eux, ne s'embarrassent pas de monopoles, ne s'embarrassent pas des aides d'État. La Chine aujourd'hui est membre de l'Organisation mondiale du commerce, mais ne respecte en rien les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et nous sommes, excusez-moi de l'expression, plus catholiques que le pape, c'est-à-dire que nous respectons tout de cette Organisation mondiale du commerce, quitte à nous mettre en difficulté. Et donc je pense que là aussi, il y aura beaucoup de choses à rectifier pour protéger un certain nombre de choses. Et donc quand vous dites, est-ce qu'il faut être vigilant par rapport à certains choix de certains pays d'accepter des investissements chinois? Ça dépend sur quoi. Je ne dis pas qu'il faut être contre des investissements chinois comme contre tout autre investissement, mais il y a des secteurs prioritaires à protéger et il y a l'autonomie stratégique de l'Union ne peut pas être mise à mal parce que certains pays seraient dépendants des investissements chinois. D'accord, oui, c'est très clair. Vous avez répondu à d'autres questions que j'avais déjà, mais voilà, ce que je comprends, c'est que sur ce problème qui est la perméabilité de nos marchés vis-à-vis des entreprises chinoises, mais pas que chinoises, on a vu ça aussi avec les entreprises russes et même le gouvernement russe et d'autres, c'est que voilà, on peut pas, c'est pas business as usual et que il y a des secteurs qui présentent un intérêt stratégique qu'il faut protéger, quitte à dire bah voilà, sur ces sujets-là, pas touche, et même si ça respecte pas les règles du libre marché entre guillemets. Tout à fait. Donc là, ouais, voilà, ce d'autant plus que donc on sait qu'il y a eu tous les débats autour dans le domaine de la téléphonie et de la 5G, donc sur Huawei. On sait que aujourd'hui il y a tous les débats sur l'intelligence artificielle et
le quantum computing, donc, où la Chine est très en avance sur ça, et il y a des grosses attentes industrielles de recherche et au-delà qui ont lieu, et notamment on sait la difficulté aujourd'hui que l'Europe a justement pour se créer ces pôles, ces pôles de puissance face non seulement aux Chinois mais face aussi aux Américains dans un autre sens, hein, parce qu'on parle de la Chine mais il y a pas que les Chinois dans le monde. Et tout à fait. Et du coup, en fait, cette question de l'investissement chinois, c'est quelqu'un qui m'a expliqué ça. Apparemment, on voit émerger un phénomène, notamment en Europe de l'Est, où la population, donc qui sont des Européens, pense que les investissements qui sont aujourd'hui les plus importants pour leur pays sont les investissements chinois. Alors qu'en réalité, je vais pas vous l'apprendre, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est les investissements européens qui sont de loin les plus importants dans ces pays. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour corriger cette perception ? Alors là aussi, je trouve que la question de la propagande chinoise est extrêmement agressive. Et je refais référence à Raphaël Glucksmann qui travaille dans la commission sur les ingérences des pays extérieurs à l'intérieur de l'UE au travers des réseaux sociaux, au travers des plateformes d'information, au travers de tout média qui peut être infiltré par ces outils de propagande. Donc aujourd'hui, ça existe. Et là aussi, une stratégie européenne doit être mise en place pour contrer ces mouvements qui sont vraiment des mouvements de propagande. Vous avez cité tout à l'heure la Russie, qui ont des volontés de déstabiliser, mais même politiquement, dans des processus électoraux à l'intérieur de l'Union européenne. Donc encore une fois, je pense que l'Union européenne a été, je dirais, cet espace dans lequel on a vraiment appliqué cette logique du libre marché le plus ouvert possible, mais qui était vraiment lié à l'organisation interne, sans se soucier de ce que ça pouvait générer par rapport à l'infiltration externe de l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui à un tournant, c'est-à-dire que le marché unique tel que nous l'avons construit fonctionne et je pense qu'il fonctionne assez bien. Il faut maintenant, avec les instruments que nous avons en interne, sans mettre de difficultés au marché unique, nous créer une carapace externe pour garantir à la fois par le biais d'investissements dans la recherche et le développement, mais aussi dans la... C'est pas la contre-propagande, parce que je pense qu'ici, l'objectif n'est pas de faire une contre-propagande, mais de veiller à ce que les instruments européens ne soient pas siphonnés par les instruments extérieurs et qui permettent de changer effectivement la perception des populations européennes et qui est fausse. Et donc, il y a vraiment un travail à faire sur ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui qui circulent en la matière. Et voilà, vous avez parlé des fake news, et il y a un phénomène qui est particulièrement prononcé notamment chez les Chinois, qui est même devenu une doctrine même en matière diplomatique, c'est, on l'a vu, l'émergence de ce qu'on appelle la Wolf Warrior diplomatie, donc c'est-à-dire l'approche extrêmement agressive des ambassadeurs chinois dans les différents États membres et au niveau européen, qui vont ouvertement non seulement faire de la propagande pro-chinoise, c'est leur boulot, mais faire de la propagande anti-européenne et même s'attaquer ouvertement à ceux qui critiquent la Chine d'une manière ou d'une autre. Donc est-ce que vous pensez que c'est... je vais pas vous demander si vous soutenez ça, je pense pas que vous allez dire que vous soutenez ça, mais comment contrer ça, pareil? Alors, on voit vraiment que la diplomatie chinoise est très, très, très bien organisée, à la fois très agressive vis-à-vis des pays tels que la Belgique ou la France ou tout pays qui aujourd'hui s'exprime sur le régime chinois, en clair, et à la fois une propagande très séduisante vis-à-vis des autres, c'est-à-dire soit on sort le carnet de chèques là où des pays sont en difficulté et après la crise de 2008 qui est une crise financière et maintenant après la crise du Covid qui génère une crise économique, effectivement la Chine est prête à avoir cette opération de séduction. Mais si on regarde la manière dont les choses se passent, ces opérations de séduction sont souvent accompagnées d'opérations de contrainte de la part de la Chine. Et donc, il faut suivre la manière dont la Chine
gère son carnet de chèques et comment elle exige la contrepartie. Et je pense que c'est la manière que nous avons aujourd'hui de dissuader un certain nombre de pays de rentrer dans cette logique, parce que tôt ou tard, ils viendront aux portes de l'Europe pour, par exemple, demander le soutien par rapport à un remboursement d'un emprunt chinois. C'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays d'Europe centrale, non encore membres de l'Union européenne, mais qui ont été séduits par les sirènes chinoises au moment du carnet de chèques, mais qui aujourd'hui sont dans l'incapacité de les rembourser et demandent à l'Europe de les aider. Et donc, il y a vraiment là une information sur les pratiques qui doivent être beaucoup mieux expliquées. Je parle des pays d'Europe centrale, je peux aussi parler de certains pays africains qui reviennent de ces deals avec les Chinois en matière d'investissement, par exemple. Et ouais, voilà, comme vous l'avez dit, voilà, il y a ces questions justement de séduction, travail de séduction de la Chine par différents types d'outils, et un des outils dans lesquels ils ont mis beaucoup de cash, c'est la nouvelle route de la soie. Et c'est justement un des outils qu'ils utilisent notamment en Europe de l'Est. On sait qu'il y a un certain nombre d'États qui sont un peu séduits par ça. Est-ce que vous considérez que cette nouvelle route de la soie, c'est quelque chose qu'il faut laisser faire, juste garder un œil dessus, ou il faudrait juste dire non, en Europe, on veut pas de ça parce que c'est un piège? Alors, plusieurs choses. Comme je le disais tout à l'heure, moi je pense que l'Europe doit vraiment veiller à son indépendance stratégique. Et donc, si des pays européens sont concernés par des investissements chinois sur la route de la soie, nous devons veiller à ce que les modes de décision garantissent l'indépendance stratégique. Avoir des ports européens qui soient sous le contrôle des investissements chinois peut mettre en péril toute l'organisation économique de l'Europe. Et donc, le laisser-faire n'est pas la solution, que du contraire. En ce qui concerne les pays partenaires de l'Union européenne, mais aussi de la Chine, moi je dis toujours, il ne faut jamais blâmer ceux qui font mieux que vous. Et donc, quand nous avons délaissé un certain nombre de partenaires européens pour X raisons et que nous avons laissé la place vide, eh bien cette place est occupée par d'autres. Je ne dis pas que ces pays ne doivent pas faire des accords avec les Chinois. Ils ont fait les accords avec qui était présent en matière d'investissement. Et donc, nous devons revoir aussi notre logique de partenariat avec des pays tiers. C'est la raison pour laquelle je me suis, opposée au niveau de la stratégie européenne vis-à-vis de l'Afrique et des pays du pourtour de la Méditerranée, où la seule priorité qui était prise en considération par l'Union européenne dans ces accords avec ces pays était la priorité de la migration, c'est-à-dire comment éviter que ces pays nous envoient leur population. La Chine ne s'est pas embarrassée de ça. Alors vous allez me dire, la Chine est plus loin que l'Europe de l'Afrique et donc elle n'a pas ce souci de la migration. Mais dire à l'Afrique, notre premier souci, c'est comment vous allez garder vos populations, plutôt que de dire notre premier souci est de voir comment nous allons travailler ensemble sur vos investissements, sur la manière dont les ressources dont vous disposez vont pouvoir être utilisées dans une relation gagnant-gagnant, dans le bénéfice des populations. Eh bien, si nous avions été plus, prévoyants en la matière, ce qui se passe aujourd'hui comme investissement de la route de la soie de la Chine sur ce couloir africain ne se serait pas passé de cette manière-là. Et donc, je pense que c'est un défaut de prévoyance de la part des Européens par rapport à sa relation au monde et au tiers-monde, c'est-à-dire le monde le plus pauvre, que nous subissons aujourd'hui ces réalités. D'accord. Alors, pour à nouveau s'éloigner un petit peu, j'ai eu quelques questions sur comment l'Europe interagit avec la Chine non seulement, mais aussi vis-à-vis des interactions chinoises avec les autres pays. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de l'espèce de guerre froide qui s'installe entre les Américains et la Chine, sachant que nous on est entre les deux, enfin suivant le point de vue qu'on se place sur le globe. Mais comment vous voyez ça? Alors, moi, à titre personnel, je n'aime pas les guerres, qu'elles soient froides ou chaudes, parce qu'elles aboutissent à une logique qui est une logique d'affrontement.
Et dans cette logique d'affrontement, on le voit d'ailleurs, la Chine devient de plus en plus forte aussi sur les questions militaires, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc rien de bon dans une logique d'affrontement aujourd'hui entre les Chinois et les Américains. Par contre, si l'objectif est de travailler sur la proposition d'un contre-modèle, c'est-à-dire un modèle autoritaire contre un modèle démocratique, je pense que là, on doit pouvoir faire des alliances, pas uniquement avec les États-Unis et pas uniquement contre la Chine, mais trouver les alliances pour faire en sorte que dans ce monde, nous puissions bien entendu avoir des relations, je dirais, qui ne soient pas toujours sur la même longueur d'onde, qui soient des relations d'intérêt économique, qui soient des relations de domination, non pas de domination, mais de dominer dans certains secteurs, plus avancés dans d'autres. Je pense qu'on doit plus veiller à la complémentarité qu'à l'affrontement. Par contre, sur la question de la démocratie, je pense qu'il n'y a pas de compromis possible, et nous devons trouver les alliés de la démocratie. Aujourd'hui, on a de plus en plus de dérives autoritaires. En Chine, elle existe, on le sait. En Inde, elle est de plus en plus présente. En Russie, la dérive autoritaire est bel et bien là. En Amérique latine, on voit aussi la question du Brésil ou d'autres pays, le Venezuela, pour prendre un autre régime autoritaire. Et donc, on voit se dessiner de par le monde des conflits entre la promotion de la démocratie et la promotion de régimes que sont des régimes autoritaires. Et c'est là-dessus, moi, que j'aimerais qu'on se batte plutôt que d'avoir une guerre économique qui peut conduire à une guerre tout court. D'accord. Et puisqu'on parle justement de cette idée d'esprit de créer des alternatives, entre guillemets, l'alternative démocratique face à l'alternative autoritaire de la Chine, mais pas que. Donc voilà, l'Europe, c'est un bloc régional, mais il n'y a pas que l'Europe évidemment comme bloc régional. Si on s'intéresse à la Chine, un autre bloc qui existe, c'est l'ASEAN, donc qui est l'espèce d'alliance régionale de 10 pays d'Asie du Sud-Est, mais qui, de manière intéressante, n'inclut pas la Chine. Est-ce que vous pensez que c'est l'ASEAN, les relations entre l'UE et l'ASEAN, c'est un angle d'attaque pour essayer de contrebalancer l'influence de la Chine, et aussi d'essayer de garder l'ASEAN, d'éviter que l'ASEAN tombe sous l'influence de la Chine? Moi, tout partenariat qui permettra d'éviter le basculement de sociétés vers des régimes autoritaires doivent être envisagés. C'est aussi la raison pour laquelle on continue à avoir des discussions avec l'Inde, par exemple, avec la Russie. C'est-à-dire que si nous arrivons avec une force européenne à aller non pas vers le modèle démocratique tel qu'on l'a aujourd'hui, ce serait un idéal, mais en tout cas à ne pas faire basculer des modèles qui aujourd'hui sont entre deux vers le modèle autoritaire pur et simple chinois, je pense qu'on sera vers un mouvement qui sera un mouvement positif. Si par contre on est dans une logique d'affrontement pur et dur et pour lesquels nous supprimons toute capacité de dialogue, la Chine aura la possibilité d'acheter, entre guillemets, des sociétés qui sont des sociétés entre deux et qui n'auront d'autre choix que de basculer dans ce modèle. Et donc pour moi, l'enjeu est vraiment de garantir que nous restions un leader d'un modèle démocratique, que nous donnions les moyens de le faire, c'est-à-dire que nous ne soyons pas juste dans les mots, mais que nous soyons dans les actes de ce modèle démocratique en défendant par exemple une recherche et développement, je dirais, on en a discuté récemment dans la commission droits de l'homme, des produits Human Rights by Design, par exemple, sur l'intelligence artificielle, donc il y a vraiment des alternatives. Le modèle de reconnaissance faciale tel que développé par les Chinois et tel qu'utilisé par les Chinois et promu dans certains pays, par exemple d'Amérique latine, mais aussi d'Israël, par exemple, ne sont pas en conformité avec les standards et les conventions internationales de protection des droits de l'homme. Mais nous avons la possibilité et le devoir
d'investir dans l'intelligence artificielle qui respecte effectivement ces droits de l'homme avec des algorithmes qui permettent effectivement de tenir compte de cette diversité et de pouvoir promouvoir la diversité d'expression, de liberté d'expression. Donc il ne suffit pas de dire nous sommes les défenseurs des droits de l'homme et d'un autre côté ne pas s'organiser économiquement et en recherche et développement pour le défendre. Je pense que c'est ça le travail que nous avons à faire et nous avons à le faire en faisant basculer de notre côté des pays qui aujourd'hui ne sont pas encore des démocraties, mais pour lesquels les populations aspirent à cette démocratie. Et alors je vois l'heure qui tourne, on va passer aux dernières questions, mais une question que je me pose, c'est effectivement vous avez raison, l'Europe doit défendre ses valeurs. On peut pas dire qu'on est l'espace des droits de l'homme dans les discours, mais après derrière faire autre chose. Et pareil, on doit investir dans les technologies de demain, l'intelligence artificielle, etc. Mais est-ce que quelque part, une critique qu'on entend souvent, c'est est-ce que l'Europe ne se lie pas une main dans le dos en disant voilà, on doit faire de l'intelligence artificielle en respectant la protection des données personnelles, sans faire de la reconnaissance faciale, etc. Alors que, et je prends l'exemple de l'IA, mais ça peut être dans plein d'autres domaines, alors qu'à côté la Chine investit 10 fois plus que nous et n'a absolument aucune limite réglementaire, que ce soit en termes d'utilisation, de finalité, etc. Est-ce qu'au final on part pas perdant en fait dans une course où on s'impose des limites? Mais encore une fois, je pense que c'est pour ça que je lie toujours la question économique à la question droits de l'homme. Vous savez, le marché européen, c'est un marché de plus de 500 millions d'habitants, de consommateurs qui sont des consommateurs à haut revenu comparés au monde. Et il n'y a pas une seule économie qui se privera de ce marché européen. Et donc, pour moi, il me semble important de dire au business que l'accès à ce marché demandera à ce business d'être en ligne, en lien avec les valeurs fondamentales européennes. Et de dire à ce business qui fait de la recherche sur le territoire européen que nous les aiderons. Par exemple, si on prend la question de la pandémie et des vaccins, le rôle de l'Union européenne a été essentiel dans la recherche et développement sur ces vaccins. Alors c'est vrai, il y a des vaccins chinois et il y a les vaccins européens, américains, russes et autres. Comment pouvons-nous faire en sorte que l'Europe, avec sa recherche qui a été développée sur le territoire européen, puisse par exemple garantir que ce savoir-là va pouvoir être accessible et produit ailleurs dans l'intérêt des autres? C'est ce que nous faisons dans le cadre de COVAX, c'est ce que nous avons plaidé dans le cadre de la libéralisation du label des vaccins européens, pour faire en sorte que d'autres adhèrent à cette doctrine. Et donc, je veux dire, on n'est pas perdant d'avance, que du contraire. Et cette logique de droits de l'homme, comme je le disais tout à l'heure, si les logiques de marché n'ont que faire de la logique de droits de l'homme, la logique pure de marché, comme vous le dites, elle va aller au mieux-disant par rapport au marché. Par contre, si on impose au marché européen le fait que les droits de l'homme soient nécessaires à rentrer sur le marché européen, alors je pense qu'on peut changer, on peut réguler une logique de marché qui ne serait que business. Je prends deux exemples. Vous savez, en Europe, on est pour l'abolition de la peine de mort. Et nous avons fait de ce combat un combat universel, c'est-à-dire que nous avons tenté de faire en sorte que la majeure partie des pays abolissent la peine de mort. Il fallait être cohérent par rapport à ça, et ce que nous avons pris une législation en 2011 pour dire que aucune entreprise européenne ne pouvait vendre des produits qui étaient utilisés pour exécuter des personnes dans les pays où la peine de mort était pratiquée. Alors c'est vrai, on a perdu. Il y a des entreprises qui n'étaient pas d'accord parce qu'elles disaient on va perdre des marchés. Ben oui, on perd des marchés. Mais nous devons être cohérents par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a plein de dossiers sur lesquels nous n'avons pas cette cohérence. Et je pense que nous avons besoin de rétablir cette cohérence pour être crédibles sur la scène internationale. Et c'est ça qui aujourd'hui est en jeu. Si nous sommes sous la pression économique, nous perdons notre crédibilité en matière de droits de l'homme.
ça aura des impacts sur je dirais, le fait d'entraîner d'autres pays vers les droits de l'homme, mais ça aura à moyen terme des impacts sur la défense des droits de l'homme interne à l'Union européenne si nous ne sommes pas cohérents vis-à-vis de nos valeurs. Ok. Alors, dernière question, donc je vous laisse le mot de la fin. Pour un peu conclure. Est-ce que, au vu de la situation d'aujourd'hui, des différents développements, de ce qui est dans les pipelines à la Commission et au-delà, est-ce que les relations UE-Chine, c'est un sujet sur lequel vous êtes optimiste, pessimiste Comment vous prononcez? Alors moi, je suis d'une nature optimiste, mais pas un optimisme béat, c'est-à-dire c'est pas en étant optimiste et en attendant que les choses se règlent qu'elles vont se régler. Non, comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de faiblesses européennes qui ont sans doute été aussi, je parlais de l'ultralibéralisme européen, qui a cru que la Chine allait rester cantonnée à la sous-production, c'est-à-dire que nous allions garder le savoir-faire, c'est-à-dire l'intelligence, et que les Chinois allaient rester sur la production pour nous, donc c'est-à-dire aller produire nos biens que nous allions consommer. Ce n'est pas le cas. Donc, à titre personnel, j'étais contre cette logique et je pense que nous devons travailler beaucoup plus sur des chaînes courtes de production, avoir un commerce qui est un commerce de complémentarité, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas commercer avec la Chine, mais qu'il faut être complémentaire d'un certain nombre de biens et qu'il ne faut pas être naïf. Et donc, nous devons développer des instruments, tels que je l'ai dit, des instruments de défense commerciale. Nous devons nous opposer à des accords d'investissement qui permettraient à des investissements européens d'aller là-bas plus facilement en utilisant le travail forcé, alors que nous avons besoin des investissements en Europe ou ailleurs. Moi, je suis d'avis qu'après la pandémie, si nous voulons raccourcir nos chaînes de production, nous devons le faire plus en relation avec les pays qui nous sont les plus proches, c'est-à-dire les voisins européens d'Europe centrale et les voisins du pourtour méditerranéen, tels que les pays du Maghreb, par exemple. Et donc, raccourcir nos chaînes de production, pour moi, ça me semble essentiel, et de pouvoir investir dans les domaines dans lesquels nous avons accusé un certain nombre de retards pour pouvoir garantir cette indépendance stratégique. Donc, je suis optimiste parce que nous avons tous les outils pour le faire. Je suis parfois, non pas pessimiste, mais ça demandera des batailles dures parce que parfois nos propres, nos propres entreprises nous interdit de faire ce qui serait bon à faire dans un moyen et long terme. Et pour la seule raison, c'est qu'elles ont, elles, des objectifs à très court terme qui sont des objectifs, je dirais, de production. Certaines entreprises allemandes sont totalement dépendantes de certains microprocesseurs chinois parce qu'elles n'ont pas investi dans la production de microprocesseurs, par exemple. Et donc, oui, ça prendra le temps de réintégrer un certain nombre de productions au niveau européen. Mais je suis optimiste parce que nous avons tous les outils pour le faire. Ok, écoutez, c'est très clair. Ce que je vous propose, vu que je vois l'heure qui tourne, je vous laisserai dire un dernier mot à l'audience pour conclure de votre côté. Et ensuite, on ira se lancer dans le débriefing et vous pourrez profiter de votre week-end. Mais merci beaucoup. Moi, j'étais ravie de faire ce débat parce que c'est un débat extrêmement complexe qui a tendance à polariser les débats entre une attitude qui est une attitude anti-chinoise et une attitude pro-chinoise. L'exercice ici n'est pas d'aller dans ce sens, que du contraire, c'est de garantir qu'au niveau de l'Union européenne, nous ne soyons pas naïfs de certains comportements, mais surtout que l'Union européenne doit être le leader des valeurs qui l'ont fondée, qui sont des valeurs d'égalité et de démocratie. Et je pense que ces valeurs-là, nous ne sommes pas prêts à les perdre, même si parfois elles sont en difficulté à l'intérieur même de l'Union européenne.
mais à nous de les défendre à l'intérieur et à l'extérieur pour le bien de tous. Voilà, merci à vous et à très bientôt, j'espère. Écoutez, merci à vous, Marie-Irena. Chat, soyez sûr de la remercier. Regardez ses réseaux sociaux, c'est sous son feed vidéo, sur son compte Twitter. Et merci encore d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Et passez un bon week-end. Et audience, restez ici, on va continuer la discussion. Bonne fin de soirée, madame. Au revoir. Merci. Alors, commençons la discussion. Donc c'était très intéressant, très technique. Très technique, non, très complexe. Parce que effectivement, quand on parle des relations avec un pays déjà, en temps normal c'est complexe, mais alors quand en plus on parle de la Chine, qui est une superpuissance, hein, on va pas se mentir, ça rend les choses encore plus complexes. Donc, alors, moi j'ai pris mes petites notes hein, de mon côté, comme d'habitude, donc voyons voir ce que j'ai noté, donc évidemment n'hésitez pas à réagir de votre côté, poser vos questions, donner vos impressions, etc. Bon, un point qui était intéressant, effectivement, qui est une des tendances montantes, effectivement, c'est la question de comment la Chine se positionne vis-à-vis de l'extérieur. Pendant très longtemps, la Chine, c'était un pays très isolationniste, et dans une certaine mesure, ça l'est toujours, et c'est toujours un pays qui reste isolationniste, même si ça change un petit peu. Mais en gros, la doctrine de la Chine pendant longtemps, c'était laissez-moi tranquille, je fais mon truc de mon côté, et je m'en fous de ce que vous faites. Mais aujourd'hui, cette tendance elle change parce que la Chine maintenant n'est plus un pays en développement. Enfin, non. Oui et non, mais bref, en gros, elle ambitionne de redevenir une superpuissance mondiale. Et du coup, elle a conscience que, notamment suite à la présidence de Trump, qui avait laissé un peu un vide en matière de gouvernance mondiale et de leadership mondial, la Chine s'est un peu a essayé de s'engouffrer là-dedans, et un des points qu'elle a mis en avant, c'est notamment la politique du climat, où la Chine, pour la première fois depuis très longtemps, a dit qu'ils voulaient avoir un rôle leader en la matière, alors que jusqu'ici, la doctrine chinoise, qui était une doctrine commune à la plupart des pays en développement ou en transition, était de dire nous on a un retard de développement historique, les pays riches sont historiquement responsables de la plupart du développement, donc nous on devrait avoir moins de responsabilités, on devrait avoir un droit à polluer qui est plus important que les autres parce qu'on doit rattraper notre retard. Et aujourd'hui, la Chine dit non, on doit aussi faire notre part. Donc ils avaient pris des engagements, je crois qu'ils avaient pris l'engagement de réduire de 60% de mémoire. Alors, prenez les chiffres avec des pincettes, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ils avaient pris un gros engagement ces derniers mois pour dire voilà, on va prendre le sujet au sérieux et on va faire les choses. Et Marie-Irena disait que oui, effectivement, c'était très bien sur le papier, mais que derrière, c'était plus du cynisme économique qu'autre chose, dans le sens où ils voyaient un potentiel business pour eux, pour que leurs entreprises tirent profit du développement de nouvelles technologies et autres en matière qui produisent moins d'énergie polluante, etc., mais qui à côté ne se gênent pas pour polluer. Elle a notamment cité l'exemple effectivement des minerais où la Chine, que ce soit en Chine ou ailleurs, a des très très grosses entreprises dans le secteur des minerais et qui ne s'imposent pas vraiment de limites en matière de pollution. Ça c'est très clair. Donc il y a cette idée d'un double jeu chinois en matière de climat, mais c'est effectivement ça joue un peu dans cette idée de séduction. Comme elle disait elle-même, la Chine essaie de séduire à l'extérieur, et donc elle essaie de passer, de dire nous sommes un pays moderne, on veut aider l'humanité en général, etc. Et donc en fait, mettre en avant le positif pour mettre sous le tapis les côtés un peu moins reluisants, notamment son côté autoritaire et sa gestion des droits de l'homme. Mais c'est effectivement une tendance qui est montante, et une question qui va se poser, c'est que est-ce que la Chine va tenir la distance, ou du moins va agir concrètement, va vraiment faire des choses en matière de climat, ou est-ce que ça va rester du domaine du discours, notamment maintenant que les États-Unis, avec la nouvelle présidence de Joe Biden, est de retour dans un leadership américain plus traditionnel, mais qui a envie de se bouger du coup sur les questions de climat. Donc c'est un point d'interrogation qui va être intéressant à suivre, et c'est une des politiques dans lesquelles il pourra y avoir une coopération avec la Chine, que ce soit au niveau européen ou au-delà.
Autre chose qu'elle a indiqué, ça a donné tout un débat, c'était toute la question de quels outils, comment est-ce que l'Europe peut riposter vis-à-vis de la Chine, comment est-ce qu'on peut amener la Chine à changer. Alors elle a dit très clairement, on peut faire ce qu'on veut au niveau européen, la Chine ne changera pas à cause de nous. Ce qui me semble assez réaliste, hein, c'est pas une résolution du Parlement européen qui va faire trembler la Chine et faire chuter l'autoritarisme chinois. Je pense qu'on est tous conscients de ça. Mais pour autant, elle a dit là où on a des cartes à jouer, c'est en fait vis-à-vis de notre marché à nous, c'est en fait vis-à-vis de nos propres entreprises. Et donc elle a mentionné deux choses. D'une part, le fait de responsabiliser nos propres entreprises, ou les multinationales d'une manière générale, en disant si vous voulez opérer sur le marché européen, vous ne pouvez pas vous servir de travail forcé, donc en Chine ou ailleurs, parce qu'on parle de Chine mais il y a d'autres sujets. Donc vous pouvez pas exploiter la misère des uns pour pouvoir vendre à moindre prix ou tout simplement vendre en Europe. Donc ça c'est cette question de responsabilisation des grandes entreprises. Donc elle a dit que c'était une législation française actuellement, mais qu'il y a une proposition apparemment qui est dans les pipelines à la Commission européenne. Donc on va bien voir quand ça va sortir, ce que ça va donner. Et un autre instrument qu'elle a mentionné, qui est un instrument plus défensif, donc vis-à-vis de la question de comment la Chine investit en Europe et notamment se sert de ça comme un levier pour influencer les différents gouvernements européens. Comment protéger en fait, c'est ce qu'on appelle les instruments de défense commerciale. Comment dire il y a des investissements qui sont suspects ou qui auraient un impact tel sur le marché européen ou aux intérêts stratégiques européens que une autorité nationale aurait un moyen de dire non, cet investissement je le refuse parce que ça représente un danger pour les intérêts stratégiques européens. Donc ça c'est encore une fois c'est un outil récent qui date du dernier mandat, mais qui est un des instruments disponibles. C'est pas obligatoire, ça c'est aux États membres de s'en saisir, mais qui permet aussi de se défendre vis-à-vis d'investissements agressifs de la Chine dans un certain nombre de secteurs sensibles. Alors je regarde ma petite liste. Donc l'ingérence européenne, l'ingérence chinoise, je viens de l'évoquer un petit peu sur le plan économique, mais après derrière il y a toute cette, toujours encore une fois dans cette idée de séduction chinoise, toute la propagande, la propagande que la Chine fait, et donc la propagande positive. Après il y a la propagande négative, mais parlons de la propagande entre guillemets positive. On a vu pendant la pandémie ce qu'on a appelé la diplomatie des masques, c'est-à-dire que pendant les premiers mois de la pandémie l'année dernière, on n'avait pas assez de masques. Pour raison X ou Y, on n'avait pas assez de masques, et du coup la Chine en faisait des tonnes en disant oui, on va vous donner des masques. Donc ils envoyaient à grand renfort de photos et d'avions avec des stickers chinois avec un joli panda dessus. Ils envoyaient aux Italiens, ils envoyaient à l'Europe de l'Est, etc. des charters entiers, des avions cargo remplis à bord de masques pour dire oui, voilà, la Chine vient au secours de l'Europe. Ce qui faisait un peu grincer des dents parce que d'une part, tout le monde était conscient que c'était de la propagande, mais aussi à côté, on était dans le premier semestre de 2020, mais quand l'épidémie de Covid avait commencé en Chine, donc fin d'année 2019, et que la Chine avait elle besoin d'aide, donc l'Europe avait envoyé des respirateurs, elle avait envoyé des masques, elle a envoyé du matériel, mais la Chine avait insisté pour que l'Europe ne communique pas dessus, pour pas donner l'impression que la Chine avait besoin d'aide extérieure. Donc ça fait un peu grincer des dents quand ça a été le camp. La Chine, elle, ne s'est pas gênée pour faire sa propre promo et faire sa propre propagande quand il s'agit d'aider les pays européens, ou du moins d'aider en apparence les pays européens en envoyant des masques. Je dis en apparence parce que derrière, ce qui se passait, c'est que quand ils envoyaient des respirateurs, ils envoyaient des masques, les gens qui sont aperçus et qui utilisaient ces masques ou ces respirateurs sont aperçus après coup que une bonne partie du matériel qui était envoyé était du matériel défectueux. Donc en fait ils envoyaient des trucs, ils se débarrassaient de leur vieux stock qui ne marchait pas et ils refilaient ça à l'Europe en faisant leur campagne de com. Donc je crois qu'il y avait je dis ça encore une fois de mémoire, mais les Italiens, quand ils avaient reçu les respirateurs, ils s'étaient aperçus qu'il y avait la moitié des respirateurs que les Chinois avaient envoyés qui ne fonctionnaient pas. Donc ça, encore une fois, c'est de la propagande positive, mais derrière, la Chine n'assumait pas ce qu'elle envoyait. De toute façon, le mal était déjà fait, puisque dans l'idée collective, c'était la Chine à la rescousse. Et vous vous souvenez aussi, au niveau international, tous les débats, où là-dessus Trump n'avait pas vraiment aidé, parce que,
Trump étant Trump, évidemment, il y avait de la crispation au niveau européen. C'était sur tout le débat sur le virus chinois, où Trump disait que c'est désigner le Covid comme étant le virus chinois parce que c'est le virus qui venait de la Chine, et la Chine avait protesté en disant non, on peut pas dire que c'est pas un virus chinois, c'est pas c'est faux de dire ça. Et nous, les Européens, on a dit bon bah oui, effectivement, c'est pas la meilleure formulation. Et je dis que c'est ironique, et je dis que c'est ironique parce que ces dernières semaines, on a vu réémerger des éléments qui pourraient indiquer que le virus du Covid aurait pu, alors je dis pas que c'est pas difficile, c'est des éléments qui indiquent qu'il est possible qu'en fait le virus soit en fait leaké d'un laboratoire chinois. Dans le sens où alors je dis pas, c'est pas qu'ils ont fabriqué le virus et pour le lâcher sur le monde, hein, c'est pas Umbrella Corporation, mais que en gros ils ont créé le virus, ou ils l'ont manipulé en interne pour faire de la recherche, et que pour raison X ou Y, le virus aurait pu se barrer du laboratoire, et que c'est ce qui aurait lancé l'épidémie. Donc il y a des éléments qui tendent vers ça, et notamment quelque chose qui alimente la théorie, c'est le fait que la Chine refuse de partager toute donnée, notamment sur les laboratoires, et notamment il y a dans la ville où avait émergé le Covid, il y a un grand laboratoire chinois justement qui travaille sur les Covid, et donc la Chine refuse de partager les données sur ça, et donc on ne sait pas trop ce qui se passe, et ce soupçon a réémergé ces dernières semaines. Mais bref, on est parti sur le Covid, on s'est éloigné du sujet. On a parlé de propagande positive, parlons de propagande négative. Donc c'est ce qu'on appelle, comme j'ai dit dans l'interview, la Wolf Warrior diplomatie. Alors pourquoi on appelle ça Wolf Warrior, vous allez me demander, c'est tout con en fait, parce que Wolf Warrior en fait c'est un film en Chine qui est très populaire, et en fait Wolf Warrior c'est l'équivalent de Rambo, en fait pour la Chine c'est l'équivalent de Rambo. Donc cette diplomatie extrêmement agressive d'un certain nombre de diplomates, c'est ce qu'on a appelé la Wolf Warrior diplomatie, en référence à ce film chinois très populaire ces dernières années. Et effectivement, on a vu cette tendance où on l'a vu notamment ces derniers mois avec l'ambassade de Chine en France, qui a fait des tweets extrêmement agressifs vis-à-vis d'académiques, vis-à-vis de journalistes, vis-à-vis même de personnalités politiques, dès lors qu'il est question de la Chine. Et il y a eu des réprimandes officielles d'ailleurs, hein, de la part du Quai d'Orsay, donc de la part du ministère des Affaires étrangères, justement sur ces tweets de la Chine, parce que c'est surtout sur les réseaux sociaux qui font ça, mais c'est une tendance qu'on voit un peu partout en Europe, et qui est inquiétante, parce que ça vient d'organes officiels, quoi. Je veux dire, c'est pas un groupe de militants ou de partisans qui sont sous-main, à qui on dit en sous-main allez défendre les intérêts de la Chine, allez soyez bourrin. Non, c'est l'ambassadeur de Chine qui dégaine le tweet et qui y va comme un bourrin. Ça fait un peu tâche. Un autre point qu'on a pas mal discuté. Ah non, avant de passer à ça, je veux finir sur la question de la place de la Chine en Europe. Un point qu'on a discuté, c'est justement sur comment l'Europe peut se défendre vis-à-vis de la Chine, quels sont les instruments qu'on a. La députée a mis en avant un certain nombre de fois la question du commerce international, en disant notamment que le marché européen étant ce qu'il est, donc elle a dit que le marché européen aujourd'hui c'était 500 millions de consommateurs. Malheureusement depuis le Brexit c'est plus le cas. Maintenant on est plus autour de 425 millions d'habitants. Mais voilà, toujours est-il, c'est un très gros marché, c'est un marché avec une population plutôt riche, donc c'est pas un marché dont on peut se passer, enfin c'est un marché important. Et donc effectivement la politique commerciale est un gros levier que l'Union européenne a pour amener la Chine, ou du moins pour envoyer des signaux à la Chine que faut pas déconner sur la question du droit de l'homme. Et là on parle de la Chine, mais ça s'applique aussi aux d'autres pays pour d'autres domaines, hein. C'est ce qu'on appelle le Brussels Effect, c'est-à-dire la capacité c'est un truc c'est pas un truc que j'invente, hein. C'est un truc qui a été observé par
par des universitaires aux États-Unis. Je crois que initialement c'est quelque chose qui vient de l'université de Columbia, je crois, mais qui démontre en fait l'influence de l'Europe par le biais de sa régulation, par le biais de la puissance en fait, de la taille et l'importance de son marché intérieur. Et donc pour pouvoir être présent sur le marché européen, d'autres États, d'autres entreprises vont être prêtes à se plier aux règles européennes pour justement avoir le ticket d'entrée. Et donc cet enjeu de la politique commerciale est quelque chose d'important, et même aussi sur la question des standards, puisque à la fin de l'interview, on parlait comment sur les questions d'intelligence artificielle, l'Europe peut tirer son épingle du jeu vis-à-vis des Chinois, puisque les Chinois ils vont pas s'emmerder avec la data protection, ils vont pas s'embêter avec le respect des droits de l'homme, ils balancent des milliards et des milliards et des milliards, et ils vont tout récolter. Et nous à côté, on doit respecter les règles. Et justement, c'est là que cette question du commerce international vient jouer un rôle, parce que comme elle a dit, si on dit au secteur de la recherche, ou même aux entreprises ou à n'importe qui, vous voulez faire de la recherche sur l'IA, vous voulez opérer des IA en Europe, vous devez respecter les règles européennes. Et donc c'est un enjeu important aussi dans le commerce international, c'est la définition des standards. Parce qu'en fait, quand on parle de commerce international, c'est pas seulement une question économique, dans le sens où je vends à mon voisin et donc je bénéficie économiquement de ça. C'est aussi l'imposition de standards et l'imposition d'une manière de faire. Parce que si vous représentez 25%, 50% du marché mondial, et que du coup les autres veulent appartenir à ce 25%, 50% du marché mondial, il faut suivre les règles. Et donc ça veut dire que par le biais du commerce international, en fait, on exporte les standards européens. Et donc l'enjeu des guerres commerciales d'aujourd'hui, c'est de déterminer si demain les standards vont être d'origine européenne, américaine ou chinoise. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de tensions et beaucoup d'enjeux sur les questions de trade, parce que c'est pas qu'une question de gros sous, c'est aussi une question de standards, une question de géopolitique en fait aussi. C'est un enjeu qui souvent est sous-estimé, ou du moins dont on ne parle pas très souvent. Mais voilà, ça clôt un peu mon côté marché intérieur. Maintenant, parlons un peu au-delà de l'Europe. Un point qui a été mentionné à plusieurs reprises dans l'interview par Mme Arena, c'est l'Afrique. Et notamment la place de l'influence de la Chine en Afrique. Et on a vu ça dans les années 90 et début des années 2000, on a vu énormément d'investissements de la Chine en Afrique, qui sortaient le chéquier pour faire des prêts, mais aussi pour investir. L'idée étant que à cette époque-là, les pays européens, donc notamment la France, parce que on va pas se mentir, dans une certaine partie de l'Afrique, la France était le principal bailleur, principal investisseur. C'est pas pour rien qu'on parle de la France-Afrique. Et comme la France se désengageait de la Chine de l'Afrique pour tout un tas de raisons différentes, et que les pays africains avaient toujours besoin de cash ou besoin d'investissement, la Chine est arrivée en disant écoutez, les Européens, les Français, ils commencent à vous demander des comptes, à vous dire voilà, vous devez respecter la démocratie, vous devez lutter contre la corruption, ce genre de choses. Moi je m'en fous de tout ça. Vous me dites combien vous avez besoin, je sors le chéquier et je vous le fais. Je vous fais le chèque. Allez, on fait ça. Et du coup, évidemment, c'était très civilisant pour les pays africains, notamment ceux qui n'avaient pas envie de faire des grands choses sur la corruption. Et donc c'est pour ça qu'on a vu énormément d'investissements chinois en Afrique, fin des années 90, début des années 2000. Et donc ce qu'elle expliquait, c'est que aujourd'hui les Africains commençaient un petit peu à revenir à subir les conséquences de cet investissement chinois en Afrique, parce que d'une part ils s'apercevaient que ils ont pris beaucoup d'emprunts, mais après ils pouvaient plus les rembourser, ce qui veut dire que ils toubaient sur l'influence chinoise, parce que la Chine est un peu derrière, dire ah ouais tu me dois X milliards, mais bon, si tu fais ce que je te demande sur tel ou tel sujet, je te ferai un prêt relais ou je te réclamerai pas l'argent. Donc ça c'est un premier bien d'influence. Mais aussi certaines des promesses qui avaient été faites en fait n'ont pas été tenues, ou du moins d'une manière différente. C'est-à-dire que quand la Chine se pointait en disant voilà, je vais investir
je vais investir 10 millions dans telle ville, dans tel port, je vais implanter une grosse entreprise chinoise là pour exploiter des ressources naturelles ou autres. La logique disait ah bah très bien, ils vont venir, ils vont mettre du cash, ils vont embaucher des gens, ça va réduire mon chômage, ça va créer de l'input économique, etc. Sauf que non, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans un certain nombre de cas, en fait, la Chine, les entreprises chinoises, quand elles débarquaient, elles débarquaient non seulement l'entreprise, mais en fait, ils importaient aussi le staff. C'est-à-dire qu'ils faisaient venir des milliers de travailleurs chinois avec leurs familles qui débarquaient en Afrique, qui travaillaient pour l'entreprise chinoise, et du coup, bah, en fait, l'entreprise chinoise bosser en circuit fermé avec une majorité d'employés chinois et de leur famille. Et en fait, les bénéfices économiques pour les Africains étaient beaucoup moindres que ce qui était entendu. Ça a même créé des situations très tendues où il y a eu un accroissement du racisme anti-chinois en Afrique parce que justement, il y avait cette situation où les Chinois débarquaient en masse et n'engageaient pas du staff local, ils importaient littéralement leurs propres travailleurs. Donc ça, c'est cette question de l'impact de la Chine en Afrique, c'est quelque chose de réel et qui aujourd'hui, comme elle le dit, on a un mouvement de balancier. Les Chinois étaient très très présents fin des années 90, début des années 2000. Maintenant, on commence à voir ce retour de balancier, même si, encore une fois, le fait que la Chine sortent toujours le chéquier, sans conditions à côté, comme nous on peut le faire, les Européens ou les Américains, en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, etc. Et aussi que historiquement la Chine s'est fait le porte-parole dans l'instance internationale des pays en développement, ça reste toujours quelque chose qui séduit. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur mon bout de papier, moi ? Oui, alors, elle mentionnait que le développement militaire de la Chine, gros sujet. Donc, comme je disais, la Chine, historiquement, c'est un pays isolationniste. Et la doctrine en matière de relations internationales de la Chine n'a pas beaucoup changé. Ça a toujours été de dire on ne s'occupe pas des affaires internes des autres pays. Donc, vous nous laissez tranquilles et je vous laisse tranquille. Donc, effectivement, la Chine n'est pas expansionniste dans le sens où elle va pas aller envahir d'autres pays. Enfin, ça se dit, faut le dire rapidement. Et pendant longtemps, du coup, la conséquence de ça, c'est comme elle était extrêmement focalisée sur elle-même, et ça se comprend, enfin vous avez vu la taille de la Chine, c'était énorme. La Chine n'avait pas une puissance militaire énorme. Elle pouvait pas vous mettiez l'armée chinoise face à l'armée américaine, il n'y avait pas un pli, quoi. Je veux dire, c'était très clair et net. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La Chine a fait d'énormes investissements en matière militaire pour moderniser son armée, développer de nouvelles armes, etc., mais elle est aussi devenue beaucoup plus agressive, pas dans le monde d'une manière générale, mais dans son étranger proche. C'est-à-dire qu'en gros, elle considère que les régions dont son précaré, c'est l'Asie du Sud-Est, la mer de Chine, c'est son territoire, et donc là, elle est extrêmement agressive. Donc évidemment, on a en tête Taïwan, que officiellement, encore une fois, la Chine considère comme étant un de ses territoires. La seule raison aujourd'hui pour laquelle Taïwan n'a pas été envahi par la Chine, c'est que elle est de facto sous protectorat, mais en tout cas il y a un accord avec les Américains et dans une moindre mesure les Japonais pour aider Taïwan si jamais la Chine venait à essayer d'envahir. Donc c'est la seule chose qui entre guillemets fait aujourd'hui que Taïwan n'appartient pas à la Chine. Mais effectivement aujourd'hui on voit l'émergence de l'armée. L'armée chinoise. Alors je choisis chat. C'est Astic. Tu vas y aller. Merci pour les questions. Écoute, merci à toi d'être venu. N'hésite pas à revenir la prochaine fois. C'est vrai que j'ai pas parlé de ce qu'on avait pour la suite, mais dans 2 semaines, on a d'autres députés français qui viennent. On a Karim Adeli qui doit venir. On a aussi plein d'autres députés. Donc n'hésite pas à revenir. J'ai vu que tu t'étais abonné. Merci pour. Oui, abonné, c'est ça. Tu t'es abonné. Donc merci pour l'abonnement et à très bientôt. Donc, où j'en étais moi sur ma Chine militaire ?
Oui, donc la Chine a investi énormément en matière de défense et on voit qu'elle est très agressive. Maintenant, de manière très régulière, vous voyez dans la presse, la marine chinoise s'est rapprochée des eaux territoriales ou même est rentrée dans les eaux territoriales taïwanaises. Pareil pour l'aviation, vous voyez ça aussi, des grosses tensions vis-à-vis avec ce qu'on appelle les îles Spratly. Donc c'est un archipel au large de la Chine où il y a 3 pays qui se disputent ces îles, donc le Japon, Taïwan et la Chine. Chacun disant ces îles-là sont à moi, l'intérêt étant évidemment géostratégique, parce que si vous avez ces îles-là, ça veut dire que vous avez le contrôle de la mer autour, et c'est un endroit qui est stratégique au niveau encore une fois au niveau du commerce international, parce qu'il y a des grandes routes commerciales maritimes qui passent par là. Donc si vous avez le contrôle de ça, ça vous donne une grosse influence. Mais on voit effectivement, encore une fois, la Chine devenir très puissante, de plus en plus puissante en matière militaire. Et aujourd'hui, même si les Américains sont encore plus puissants que les Chinois en matière militaire, à l'horizon 2050, je ne sais pas si ce sera toujours le cas. Mais bon, encore un aspect intéressant sur lequel la Chine change pas mal à mesure que sa puissance, son développement interne évolue. Voyons voir, mais qu'est-ce que j'ai d'autre comme point de mon côté? Je pense que ouais, tout le reste, ça tourne encore une fois de cette idée que la Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine d'il y a longtemps. Elle est maintenant dans une position, elle veut revendiquer son statut de puissance et elle veut plus être l'usine du reste du monde. C'est un point que la députée a soulevé. Elle veut plus être l'usine des pays riches. Elle veut être autonome. Elle veut faire ses propres trucs dans son coin à tous les niveaux possibles, que ce soit économique, stratégique, mais aussi militaire. Enfin bon, je blablate, mais je vois l'heure qui tourne. Donc, ce que je propose qu'on s'arrête là. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, l'interview est intéressante. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format d'interview thématique. Donc, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit dans le chat ou sur Discord ou sur Twitter ou autre. Faites-moi savoir vos retours parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant et que j'aimerais creuser dans le futur. Donc, tous les retours sont bons. Transition, conclusion. Donc, la semaine prochaine, on n'a pas d'interview. Pour raison X ou Y, je ne sais plus pourquoi. J'avais gardé la semaine prochaine de côté pour faire quelque chose de plus soft. Donc, on fera probablement peut-être un peu de gaming. On fera peut-être un Among Us ou un PUBG avec des gens de la bulle européenne. Donc, restez connectés. Probablement, on essaiera d'organiser un truc comme ça la semaine prochaine. Mais on revient avec les interviews la semaine suivante, avec notamment l'interview normalement d'un député allemand vert, Daniel Freund. Et la même semaine, donc ça sera le vendredi dans 2 semaines, je check, ou le jeudi. Non, je crois qu'on est parti sur le 1er juillet. Le 1er juillet, à confirmer, on aura Karima Delli, donc députée européenne française verte, qui est actuellement en course pour les régionales dans la région du Nord. Mais on l'aura ici en tant que députée européenne dans 15 jours, donc n'hésitez pas à revenir. Comme d'habitude, j'allais dire liker, mais on n'est pas sur Twitter, mais vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Discord, vous pouvez venir aussi sur Reddit et évidemment sur Twitch. Tous les liens sont dans la bio. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. À très bientôt.